Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI1. Bonjour et bienvenue. Voici les titres. Le 30e sommet de l'Union africaine entre dans sa dernière étape avec l'entrée en scène hier des chefs d'État, la poursuite des réformes en cours, la lutte contre la corruption et la politique migratoire sont au menu de ce rendez-vous qui a vu aussi Alpha Condé passer le relais de la présidence tournante de l'UA au Rwandais Paul Kagame. Le Premier ministre a regagné Abidjan hier soir après une semaine de mission passée hors du pays. Amadou Gon Coulibaly a pris part à la 48e réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos en Suisse. Puis le chef du gouvernement s'est rendu à Paris en France où il a été reçu par son homologue Édouard Philippe. Hier dimanche également, un camp de la garde nationale malienne à Ménaka dans le nord-est du pays a subi l'assaut meurtrier d'un groupe armé arrivé sur des motos et à bord de véhicules. Le dernier bilan disponible fait état d'au moins 5 soldats maliens tués. Le 30e sommet de l'Union africaine se poursuit à Addis Abeba en présence des chefs d'État du continent, dont le président Alassane Ouattara. Le président rwandais Paul Kagame succède officiellement à Alpha Condé à la présidence tournante de l'organisation panafricaine et il hérite aussi de l'agenda de son prédécesseur, un agenda riche en crises à régler. Awa Touré depuis Addis Abeba. Les travaux de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont débuté à Addis Abeba en présence des dirigeants du continent, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara. Des travaux articulés autour de la lutte contre la corruption, la libéralisation du ciel africain et la réforme institutionnelle de l'UA qui met l'accent sur l'indépendance financière de l'organisation. Face aux défis du moment, le président de la Commission de l'Union africaine a appelé à l'unité. Notre outil de combat, accélérer l'intégration, passage obligé de notre développement, accélérer les efforts de promotion de la paix, de la justice et de l'inclusion, conditions essentielles à la cohésion sociale. Il me plaît de faire noter qu'une coopération trilatérale se met progressivement en place entre l'Union africaine, les Nations unies et l'Union européenne. Je me réjouis comme vous tous de la réussite du sommet Union africaine-Union européenne, au succès duquel la Commission a contribué de toutes ses forces. Je réitère notre appréciation au président Alassane Dramane Ouattara et à son gouvernement pour les dispositions prises pour le bon déroulement des travaux. Le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, a pour sa part appelé les leaders africains à l'action et surtout à demeurer unis et solidaires. Notre engagement à mettre effectivement en place notre zone de libre-échange continentale doit être maintenu et consolidé. L'Afrique est le seul continent qui est en mesure d'avoir une zone de libre-échange couvrant l'ensemble des pays africains. Aucun continent n'est arrivé à ce succès. Il s'agit là d'une question cruciale pour promouvoir l'intégration, mais au-delà de la dimension politique et idéologique, il s'agit d'une excellente initiative pour nous tous. Toutes les projections confirment que notre marché augmentera d'une manière significative et que notre industrialisation accélérée sera enfin sur les rails. Ce 30e sommet ordinaire de l'Union africaine a aussi été marqué par le passage de témoins entre le président sortant Alpha Condé et Paul Kagame, le champion de la réforme institutionnelle de l'Union africaine. Le véritable défi de l'Afrique consiste à ouvrir la voie à la prospérité pour nos peuples, en particulier pour la jeunesse. Nous allons lancer le marché unique des transports aériens en Afrique. Voilà une étape majeure pour le secteur du transport. En nous engageant à briser toutes ces barrières, nous enverrons un signal fort en Afrique et au-delà, indiquant que les choses sont en train de changer. L'occasion a aussi été donnée au président nouvellement élu de s'adresser à l'Assemblée. Ils ont tous promis prendre toute leur place au sein de l'Union en vue de la mise en œuvre de grands projets de développement du continent.
Et vous allez le voir en image, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a regagné Abidjan hier soir après avoir pris part au Forum économique mondial de Davos en Suisse du 23 au 25 janvier dernier. Il a été accueilli à l'aéroport par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Après Davos, Amadou Gon Coulibaly a effectué une visite de travail à Paris, visite au cours de laquelle il a rencontré le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le Premier ministre français, Édouard Philippe. Ici en Côte d'Ivoire, nous sommes en direct avec Gabrielle Zani qui se trouve en ce moment à l'Assemblée nationale. Elle suit pour nous une conférence de presse qui porte sur l'affaire du député qui aurait eu une altercation avec un agent de police. Gabrielle Zani, vous nous entendez? Oui, je vous entends. D'accord. Alors dites-nous, qu'est-ce qui se passe sur place à l'Assemblée nationale? Alors, depuis 12 heures, il se tient à l'Assemblée nationale une réunion du bureau de l'Assemblée nationale pour trancher sur l'affaire du député Yaya Touré. Alors, c'est une réunion qui fait suite à l'arrestation et à la détention du député Yaya Touré qui aurait eu une altercation avec un agent de police, donc une femme, une policière. Alors, la policière accuse le député de l'avoir giflé et un fait que nie le député. Alors, cette déclaration du bureau de l'Assemblée nationale est donc très attendue à l'issue de cette huis clos. Et nous sommes ici avec les journalistes. Nous attendons la fin du huis clos pour pouvoir avoir la déclaration finale du bureau de l'Assemblée nationale sur cette affaire. Merci Gabrielle Zani, merci à vous. L'État aura à mobiliser plus de 6 756 milliards de francs CFA pour financer son budget au titre de l'exercice 2018. Le défi est immense pour le secrétariat d'État en charge du budget et du portefeuille de l'État qui compte bien se donner les moyens d'œuvrer à la réalisation de cet objectif. Jean-Jacques Kwameala. Remboursement en ligne des crédits de la taxe sur la valeur ajoutée TVA, paiement numérique des impôts, déploiement de 2 scanners aux postes frontières de Noé et de Wangolo, nouvelle stratégie de gestion du portefeuille de l'État ou encore lancement de la phase pilote de la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. Voilà résumé le bilan de l'exercice 2017 du secrétariat d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État. Pour 2018, les défis sont principalement de 2 ordres, à savoir mobiliser plus de ressources pour financer le budget de l'État et assurer la maîtrise des dépenses publiques. Le pays doit accélérer sa marche vers l'émergence et en la matière, l'automatisation des opérations sera une grande priorité. Alors nous allons également améliorer nos procédures de travail de façon à améliorer la mobilisation des ressources, mais aussi à contenir les dépenses et à les orienter comme il faut, en particulier pour améliorer les conditions de vie des populations. Pour atteindre les objectifs assignés à son département, le secrétaire d'État Moussa Sanogo annonce la mise en œuvre prochaine d'un plan d'action stratégique, document qui sera inspiré des orientations du plan d'action prioritaire du gouvernement au titre de l'année 2018. L'enjeu est de parvenir à boucler et à exécuter le budget de l'État estimé à plus de 6 756 milliards de francs CFA. Ouvrons à présent le chapitre agriculture de ce journal. En dépit des efforts consentis par le gouvernement à travers l'Office national pour le développement de la riziculture pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la riziculture en Côte d'Ivoire, certaines contraintes demeurent. La principale, c'est l'inexistence d'un cadre d'échange dans la filière. Le programme Grow Africa de l'agence du NEPAD veut remédier à cette insuffisance. Il a procédé la semaine dernière au lancement des activités de la plateforme inclusive des acteurs du secteur du riz. On en sait plus avec Cheikh Koné. Cette plateforme inclut au-delà des acteurs directs de la chaîne de valeur qui sont les producteurs, les transformateurs et les distributeurs, toutes les parties prenantes qui interviennent dans l'économie du riz. Il s'agit entre autres du système bancaire, les partenaires techniques et financiers, les organisations nationales et internationales ainsi que le secteur privé. Les activités de la plateforme inclusive permettront à la Côte d'Ivoire de disposer d'un cadre de référence inédit en Afrique pour toutes les interventions dans la filière riz. Aussi, la plateforme favorisera-t-elle l'accroissement des investissements privés par l'amélioration de la gouvernance de la filière riz et la prise en compte des attentes de toutes les parties.
L'intérêt principal de cette plateforme pour la Côte d'Ivoire est la mise sur pied d'un cadre d'investissement inclusif, structuré et transparent pour le développement de la filière riz. Au sein de la plateforme, nous allons organiser les équipes en sous-groupes de travail thématiques. À l'intérieur de ces sous-groupes de travail, il faudra identifier des opportunités d'affaires précises. C'est ce que nous appelons dans notre jargon des business cases, pour constituer ensemble un fonds pour soutenir et mettre en œuvre tout ce que nous avons identifié. Grow Africa a été conjointement fondé en 2011 par l'Union africaine, le NEPAD et le Forum économique mondial. Il œuvre à l'accroissement des investissements du secteur privé dans l'agriculture. Pour la Côte d'Ivoire, ce programme annonce dans les mois à venir un fonds de garantie spécifiquement dédié au financement des acteurs du secteur riz. Je vous amène à présent au port autonome d'Abidjan où les travaux en cours de réalisation sur la plateforme portent des fruits. Les travaux engagés par le gouvernement ont permis d'enregistrer au port un trafic global de plus de 22 millions de tonnes, rien qu'au titre de l'année 2017, soit une croissance de 2% par rapport à l'année d'avant. Le récit de Mamadou Kwasi. Le 24 mai 2017, le port autonome d'Abidjan accueillait pour la première fois de son histoire un navire de plus de 260 mètres de long avec plus de 2000 conteneurs. Quelques mois après, cette infrastructure économique exportait la première production de nickel de Côte d'Ivoire, estimée à plus de 110 000 tonnes. Des actions qui sont le fruit des travaux engagés par le gouvernement pour la modernisation et la compétitivité du port autonome d'Abidjan. Des initiatives qui ont permis au port autonome d'Abidjan d'enregistrer un trafic de 22 millions de tonnes de marchandises, soit une croissance de 2% par rapport à 2016. Des résultats obtenus grâce aux efforts des autorités portuaires et du gouvernement. Le directeur général du port autonome d'Abidjan a saisi l'occasion pour faire le point de ses actions en cours de réalisation sur le domaine portuaire. Je voudrais vous annoncer avec beaucoup de plaisir que le trafic va connaître une légère hausse de l'ordre de 1,5%, tiré principalement par l'économie nationale. C'est vrai que le trafic au niveau du Burkina et du Mali, il y a une reprise nette, mais c'est en baisse par rapport aux années 2013 par exemple, pour les situations que vous savez au Mali comme au Burkina, la situation sociopolitique qui a perturbé l'économie. Travailler à rebâtir un port, travailler à positionner un port, c'est des investissements importants qui ne se font pas sans sacrifice. Mais c'est tout cet ensemble qui doit travailler à ce que le port soit compétitif. Parce que si vous arrivez à recevoir des bateaux, à décharger la marchandise dans le port sous douane, que ça ne peut pas sortir pour aller au Burkina, au Mali ou dans les zones industrielles, vous n'êtes pas avancé. Pour 2018, Yacouba Hiensié soutient également que des initiatives seront menées en vue d'accroître la performance de cette institution. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique encourage les populations à s'engager dans le bénévolat et le volontariat. Il vient pour cela de mettre en place 2 sites web dénommés Portail Bénévolat et Portail Volontariat. Des sites conçus par l'Agence nationale du service universel des télécommunications, l'ANSUT. Le reportage de Fidel Aigné et Issa Yeo. Les jeunes volontaires et bénévoles disposent désormais de 2 sites web, des portails dédiés aux personnes désireuses de s'engager dans des actions humanitaires. 2 outils qui vont permettre au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi et du Service civique d'avoir une base de données et de promouvoir le bénévolat et le volontariat. Nous en faisons la promotion pour que les jeunes comprennent que ce n'est pas forcément l'emploi salarié qui permet d'accéder à un certain niveau de qualité, mais on peut démarrer par l'action volontariale à la communauté pour pouvoir avoir de l'employabilité par ailleurs, mais aussi impacter l'environnement dans lequel nous vivons. Ces sites ont été conçus avec l'appui technique de l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Nous accompagnons le ministère et ses démembrements en charge de ces questions-là dans la mise en œuvre de leur mission par l'usage des outils TIC. Pour les structures d'accueil de ces bénévoles, des ONG pour la plupart, cette initiative va permettre de créer un réseau mondial de contacts. La Croix-Rouge, c'est quand même une institution qui a plus de 12 000 volontaires et nous sommes encore prêts à accueillir d'autres volontaires au vu des besoins et des vulnérabilités que nous connaissons dans notre pays. Le bénévole s'engage à temps partiel. Il ne reçoit pas d'indemnité, tandis que le volontaire s'engage à plein temps et perçoit une indemnité. À ne pas confondre avec un salaire. À travers ces outils web, la Côte d'Ivoire est dans la gouvernance électronique et atteint une maturité numérique.
L'emploi en Côte d'Ivoire, une préoccupation également pour le BIT qui de son côté a organisé une rencontre avec les membres de l'ARDCI, l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Cela dans le cadre du projet Entreprise et Travail décent. L'objectif du Bureau international du travail était d'informer et de sensibiliser l'ARDCI pour la mise en place d'un projet de développement en Côte d'Ivoire. Christy Diomondé et Patricia Omouetia. Les flux d'investissements directs étrangers à destination de l'Afrique de l'Ouest ont augmenté de 12% pour 11,4 milliards de dollars, environ 6 000 milliards de francs CFA, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Pour que ces flux de capitaux contribuent à la création d'emplois, le Bureau international du travail a mis en place un projet dénommé Entreprise et Travail décent. C'est un projet qui vise à promouvoir la déclaration des principes tripartites sur les entreprises multinationales et la politique sociale, en abrégé déclaration sur les EMN, dont l'objectif est de renforcer la contribution des entreprises multinationales et des grandes entreprises nationales au développement. Il est important de faire en sorte que toutes ces nouvelles entreprises qui se créent puissent être bénéfiques au développement économique et social, notamment pour la création d'emplois. Donc ici, il s'agit de donner les outils et d'accompagner les différents acteurs de faire en sorte que les entreprises qui s'installent où les entreprises qui sont déjà là puissent contribuer au mieux à la création d'emplois. Ce projet promeut l'emploi. Cette initiative du Bureau international du travail vise à développer les régions. Reste à sensibiliser l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. C'est une rencontre pour renforcer la capacité des directeurs généraux, pour les amener justement à approcher les entreprises qui sont sur notre territoire et aussi encourager la création d'entreprises sur notre territoire pour que ces entreprises puissent participer au maximum à la réduction de la pauvreté en justement créant des emplois, en créant des richesses et surtout aussi en exploitant les potentialités de nos territoires. À travers ce projet, le BIT entend mobiliser les entreprises par leurs opérations commerciales, leurs investissements en vue de contribuer à la formation des jeunes en Côte d'Ivoire. La semaine de l'avocat s'est ouverte mardi dernier et a pris fin vendredi par une conférence sur le thème « L'avocat, acteur de développement ». Cette semaine a permis aux avocats de se rapprocher des justiciables. Notre reporter Abou Sanogo nous dit que la clôture des activités a été également marquée par la célébration de l'excellence. Son témoignage. La semaine de l'avocat, instituée par l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, a pris fin. Une semaine marquée par des consultations et plaidoiries gratuites, un procès fictif, un séminaire de formation et la rentrée de la conférence de stage. L'objectif étant de se rapprocher des justiciables. Les experts du droit, venus de pays d'Afrique et d'Europe, ont porté la réflexion sur le thème « L'avocat, acteur de développement » en présence du ministre Sidiki Diakité, représentant le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Thème développé par le bâtonnier de l'Ordre des avocats. Qui mieux que l'avocat peut orienter les individus, institutions et entreprises dans leur prise de décision, les alertant et prévenant les risques consécutifs à leurs actes. L'avocat, en sa qualité de praticien du droit, participe à la stratégie juridique ou judiciaire de son client et contribue donc à faciliter des prises de décision dont l'impact aura une influence majeure sur l'écosystème de celui-ci. La semaine de l'avocat a été marquée également par la célébration de l'excellence. 3 stagiaires en fin de formation et qui passeront au grand tableau ont été récompensés. Elles sont faits meilleurs secrétaires de la conférence de stage. Une semaine saluée par l'ensemble des avocats, bâtonniers et magistrats. Le prix que je remporte aujourd'hui représente quelque chose de bien, mais ce que j'ai véritablement apprécié, c'est de pouvoir partager quelque chose que j'ai à l'intérieur de moi avec des personnes. L'objectif de ces journées-là, c'est d'ouvrir la justice aux justiciables, d'échanger entre les praticiens du droit pour améliorer la justice au profit des justiciables et du développement de notre pays. Et c'est très inspirant pour nos barreaux, puisque dans nos barreaux respectifs, nous organisons également des événements, nous apprenons des autres, et en venant ici, ça me donne l'occasion de voir et d'améliorer ce que je fais chez moi en Haïti. L'Ordre des avocats a à cette occasion annoncé un bureau de consultation gratuite installé au siège de l'Ordre des avocats à Cocody.
On change complètement de sujet. À l'initiative de Warima, l'association ouest-africaine de gestion et de la recherche et de l'innovation technologique, les enseignants anglophones et francophones ont réussi à harmoniser leurs points de vue en matière de recherche scientifique et d'innovation technologique. Et c'était à l'occasion de la 11e conférence et atelier de Warima organisée du 22 au 26 janvier dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny, ici même à Cocody. Issa Yeo a suivi la conférence pour vous. La langue, un véritable frein au développement de la recherche scientifique dans la région ouest-africaine, selon des chercheurs ouest-africains. Pour ces difficultés et renforcer l'intégration régionale, des experts et chercheurs ont échangé dans divers domaines d'activité à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Cette initiative de l'Association ouest-africaine de gestion de la recherche et de l'innovation, Warima, vise à mutualiser les efforts des chercheurs anglophones et francophones. Nous avons toujours eu la volonté de collaborer. Malheureusement, on est confronté à la barrière linguistique. Nous ne parlons pas la même langue. Mais bien entendu, nous avons les mêmes problèmes, les mêmes défis. Les problèmes de la pauvreté, de la santé, du développement de nos États. Et c'est un impératif pour le monde de la recherche de trouver des solutions communes à ces problèmes. La conférence a porté sur la recherche transfrontalière et la gestion de l'innovation en Afrique de l'Ouest, enjeux et contexte. Le conférencier a analysé à l'occasion les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces dans la région. La régionalisation de la recherche, ce que vous avez appelé la recherche transfrontalière, vise justement à développer des synergies entre les pays africains, mettre ensemble les moyens pour que la recherche puisse jouer le rôle qui est attendu d'elle. Les pays africains consacrent à peine 0,35% de leur PIB à la recherche. Pour la ministre Bakayoko Liramata, cette rencontre d'Abidjan est une opportunité de renforcer la coopération sud-sud en matière de recherche. La Côte d'Ivoire est le premier pays francophone de la région à abriter cette rencontre internationale consacrée à la recherche scientifique et technologique. Direction d'Aoukro, où je vous invite à visiter le groupe scolaire Gagou. Dans cet établissement, il existe une cantine qui n'en est vraiment plus une. Et pour cause, elle est dépourvue de tables à manger, de chaises et même d'ustensiles de cuisine, avec en prime le bâtiment qui est dans un état de dégradation déconcertant. L'insuffisance de la dotation en vivres vient s'ajouter au chapelet déjà important de difficultés que rencontre cette cantine. Le constat de Walter Amadou Ouattara. Groupe scolaire Gagou, quartier de la commune de Daoukro. Ici, le corps enseignant est unanime sur l'impact positif d'une cantine scolaire sur les résultats des écoliers. Au regard de l'expérience heureuse dont se félicitent encore les enseignants de l'EPP Gagou 2, établissement issu du groupe scolaire du même nom, la classe de CM2 a enregistré au CPE 93% d'admis en 2015 et 98% de réussite en 2016. Chaque année que Dieu fait, nous avons de très bons résultats. Nous avons été à plusieurs reprises premiers ici, au sein de l'inspection de Daoukro. Avec la cantine, ça leur permet de rester, surtout quand on reprend les cours à 14 h. Quand ils sentent qu'il y a la cantine, en tout cas, ils sont motivés. Et en tout cas, l'assiduité, la régularité, vraiment, elle est parfaite. Mais derrière ces bons résultats, plusieurs difficultés plombent l'épanouissement scolaire des écoliers. Nous avons une seule salle pour les 3 sections. Donc, présentement, nous sommes obligés d'aller voir l'IEP passer partout pour qu'on nous donne 2 salles. Nous avons 6 latrines, dont 2 fonctionnelles. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance. Ensuite, il y a le problème d'eau dans notre école. Si l'existence de la cantine est perçue comme un atout, la réalité aujourd'hui a trahi les attentes. La cantine de cette école connaît des difficultés, notamment le réfectoire dégradé, l'insuffisance de places assises, autant que la dotation alimentaire qui contrarie le bon fonctionnement de cette cantine. Au niveau de la cantine, nous avons beaucoup de difficultés. Non seulement la cantine ne fonctionne pas normalement comme il se doit. Depuis 3 ans, on reçoit des vivres de 18 jours dans l'année. Et vous voyez notre réfectoire, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Nous avons une cantine qui prend pratiquement 600 enfants par jour. En guise de contribution pour aider les écoliers du groupe scolaire de Gagou à travers un meilleur fonctionnement de leur cantine, la fédération SAF
un regroupement de 3 structures, Sievet, Akong, Fenavi Pelsi, a fait un don composé de vivres et de non-vivres. 5 millions de francs CFA, c'est le montant total de ce don. Marraine de cette remise, Sa Majesté Kouman Tamia, reine du Zanzan, a invité d'autres bonnes volontés à en faire autant. Nous allons solliciter aussi d'autres partenaires pour leur permettre de comprendre les besoins, leur témoigner l'engagement des autorités locales qui sont au niveau de Rufou, qui veulent bien que nous aussi nous venons partager notre joie avec ces élèves. Les enfants avaient vraiment besoin parce que sur 9 mois, ils n'ont que 18 jours pour manger. Mais si maman vient compléter au moins quelques jours, ça nous fait que plaisir. Le groupe scolaire Gagou de Daoukro regroupe 5 établissements, dont une école maternelle avec un effectif d'environ 1200 écoliers. Des écoliers pour qui les problèmes que la cantine connaît restent préjudiciables. Depuis de nombreuses années, des milliers d'hectares de plantations agricoles et de forêts sont ravagés par les feux, très souvent du mois de novembre au mois de mars. Non seulement les plantations sont détruites, mais des villages sont également incendiés. Le gouvernement entend bien lutter contre ce phénomène. Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvayi, vient de lancer à Tiébissou, dans la région du Bélier, la 22e édition de la caravane de sensibilisation qui a pour thème « Ensemble pour zéro feu de brousse partout en Côte d'Ivoire ». Cette caravane va sillonner les régions du Bélier, de la Maraoué, du Béré et du Ouorodougou. Le récit de Léon Bro. Du feu mis à l'herbe par le ministre d'État Janoa Oussou-Kouadio et le ministre des Eaux et Forêts Alain Richard Donvayi. Ce contre-exemple du gouvernement pour interdire les feux de brousse, un fléau aux conséquences impressionnantes et dramatiques au regard des dégâts causés la seule année 2016 en Côte d'Ivoire. 17 personnes décédées, 10 villages détruits, 1100 hectares de forêts décimées, 15 000 hectares de cultures ravagées, d'importants dégâts matériels occasionnés, évalués à plus de 204 milliards de francs CFA. Les feux de brousse détruisent la forêt, provoquent le changement climatique, la famine et la pauvreté. Message véhiculé à travers la campagne lancée à Tiébissou. 2 semaines de sensibilisation des populations rurales avec l'appui de l'ONG et Boagnaïti, lauréat du prix du président de la République du comité villageois de protection de la forêt et l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire au non-usage du feu en saison sèche. Nos activités de cuisine au champ, de mise en feu de nouvelles plantations, de renouvellement du pâturage pour l'alimentation du bétail, de chasse au gibier avec usage du feu, de production de vin de palme ou d'extraction de miel doit être proscrite. Ensemble pour zéro feu de brousse, cette 22e caravane sillonne à partir de Tiébissou les régions du Bélier, Béré, Maraoué et Ouorodougou. Son objectif, préserver à tout le moins les 3 millions d'hectares, le couvert forestier ivoirien restant. La paix et la cohésion sociale partout en Côte d'Ivoire, c'est le vœu cher aux musulmans de Divo. Le week-end dernier, ils ont organisé une nuit de prêche et de bénédiction au cours de laquelle ils ont prié pour la paix, demandant aussi à la jeunesse de Côte d'Ivoire de dire non à l'émigration clandestine et à la corruption. Franck Kouadio. La communauté musulmane de Divo rend hommage au président de la République Alassane Ouattara. À travers une nuit de prêche, les musulmans disent merci au chef de l'État et à tout le gouvernement pour leurs actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale, des thèmes développés par l'imam Ibrahim Tao. L'imam a voulu nous montrer la philosophie du Hajj même qui nous appelle à la cohésion sociale. Donc son thème était basé sur 3 volets. Ce volet-là, c'était d'abord la cohésion sociale que le chef d'État a entrepris et qui continue, qui est sa lutte. Deuxièmement, il a voulu aussi sensibiliser la population musulmane. La jeunesse musulmane a persévéré et a soutenu les efforts du gouvernement, cet effort-là qui lutte premièrement d'abord contre la corruption, qui appelle la jeunesse au travail et à la discipline. Je rends hommage au chef d'État et son gouvernement. Je leur demande à Dieu de leur donner de longévité et de santé
aider les prospérités, ce qu'ils sont en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Au cours de ce moment de recueillement et de bénédiction qui aura duré toute la nuit, la communauté musulmane de Divo a également prié pour l'amour du prochain et pour une Côte d'Ivoire unie dans la paix et la concorde. L'actualité internationale pourrait fermer ce journal, c'est en bref et en images. Direction le Mali pour commencer. Les attaques se succèdent dans ce pays ces derniers jours. 14 militaires maliens ont été tués samedi 27 janvier à Niafonké dans le centre du pays et 16 civils sont morts jeudi dans le village de Boni où leur véhicule a sauté sur un engin explosif. Hier dimanche, c'est un camp de la garde nationale malienne à Ménaka dans le nord-est du pays qui a subi l'assaut meurtrier d'un groupe armé arrivé sur des motos et à bord de véhicules. Le dernier bilan disponible fait état d'au moins 5 soldats maliens tués. La Haute Commission électorale, nous sommes en Égypte, la Haute Commission électorale a annoncé donc qu'aucun candidat n'avait présenté ses papiers pour l'élection présidentielle de 2018 en dehors du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi. Les candidats potentiels se sont tous retirés ou ont été retirés. Lundi est le dernier délai pour présenter les candidatures. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon début de semaine sur la chaîne qui reste.